Et ben bonjour, une nouvelle émission, encore une fois sur Anjou Pop Corner, ici au Rétro Geek Vesoul, bien sûr, oui, c'est ça. Et je suis en très bonne compagnie avec des darons d'internet, on peut le dire. Hein. On peut le dire, ça vous dérange pas ça? Mais non, nous sommes l'incarnation du daron. Ouais. Nous avons donc Papa Blender, Nostalgeux et Archéotoy. Ah bon? Oui, c'est toi. Oh. Et moi je suis Todalf, hein, mais bon ça on s'en fiche. Enfin bref, on a fait une émission, là on est actuellement le dimanche, hier avec je sais plus qui, on avait fait une petite émission le matin pour parler des objets des années 80 jusqu'à 2000. Et on avait mis les enceintes et on s'est fait juger comme des chiens parce qu'on parlait d'objets et en fait on n'y connaissait pas grand chose. Hein. Et forcément ici on a des professionnels et on va un peu compléter ce sujet. On a parlé des VHS, on a parlé des Tamagotchi, on a parlé de tout ça. Des MST. Des MST, mais c'est pas un objet. Intemporel, ça. Ah oui, oui, ah oui. J'en ai chopé dans les années 80, c'est coriace. Hein. Ah oui, mais ça c'était la bonne période pour en choper, je crois. Non mais en tout cas... voilà, on avait des idées, mais on n'avait pas l'expertise qui allait derrière et toute l'histoire qu'il aurait pu y avoir sur la VHS. Bon, moi j'ai sorti l'histoire de la VHS et la grosse guéguerre avec l'autre système de cassette de V2000. La V2000 de Philips. Et les Betamax. Ouais, tout à fait. Ouais, Betamax et V2000. Betamax. Ouais, c'est ça. Et alors moi j'avais sorti une anecdote comme quoi la VHS avait marché parce que le porno avait lancé un peu le système, quoi. C'est toujours le porno qui lance le système, quoi qu'il en soit. Ouais. J'ai une vraie anecdote traumatisante d'enfance, moi, là-dessus, d'ailleurs. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Non, En fait, il tremble, il pleure. Ah ouais, par contre, il faut des mouchoirs, ça va m'aider en plus à externaliser tout ça. En fait, mon père a ramené un magnétoscope au début des années 80 et en me disant, écoute, c'est un pote qui me l'a vendu. Alors, il y a un match entre V2000 et VHS pour le monopole, mais c'est V2000 qui va gagner, donc tranquille. Donc, voilà, j'ai pas eu d'adolescence avec de la VHS. C'est moche. J'imagine un truc beaucoup plus pire. Mais... Deux cassettes, alors, du ça coup, se voit en que ça se voit que tu 2000. l'as pas vécu. Tu vois, moi, si je suis devenu comme ça, c'est un peu à cause de ça aussi, quoi. Pourquoi il s'appelle 2000, vous croyez hein Voilà. C'est le trauma. Non, bah alors du coup on va commencer par la première question. Quel est pour vous le meilleur objet de cette double décennie? Les Tortues Ninja. Y a pas le choix, les gars, je vous coupe. En Hein. termes de jouets, en termes de jouets En ou termes de jouets, en termes d'objets, en termes d'innovation, en termes de tout ce qui est palpable en fait. Et Ah, qui est né entre les années 80 et la fin des années 99. Indéniablement le Minitel, je pense. Non mais il y a moyen en vrai. Parce Le que Minitel, tam-tam, le tatou, le tam-tam et peut-être les Mobicarts, je pense. Ah. Toutes ces choses que seuls les boomers connaissent. Pour moi, ça serait vraiment le magnétoscope. Vraiment, Ouais. c'était une vraie révolution dans les foyers. Ouais, si je dois en citer qu'un, parce que moi je suis un mec discipliné. On avait dit un objet. Pardon, excusez-moi. Ah, ça va. C'était pas ma vraie réponse. Pardon. Excusez-moi. Non mais magnétoscope, oui, le fait de pouvoir enregistrer. C'était Ouais. dingue. Ah oui, T'imagines, non, mais- enfin, aujourd'hui, les gamins, ils appuient, ils mettent play, ils partent. Et nous, on était obligés d'enregistrer les émissions. Non. C'est vraiment génial. bah Puis le oui. côté de vidéoclub aussi. Et C'était... puis en plus aujourd'hui il y a beaucoup de restrictions pour l'enregistrement de la télé par exemple avec le codex, je sais plus, il y a des codecs qui te permettent pas d'enregistrer directement à la télé. Donc oui c'est sûr C'est que ça, c'était tu un peux peu le pas les futur, hein, ouais, c'est clair. Ouais. Toi Ryotoy? Et alors pour moi, je sais pas si c'est un objet, mais pour moi, c'est vraiment. C'est un petit peu subjectif probablement, mais l'objet le plus emblématique de cette époque, je pense que c'est Musclor. Pourquoi Musclor? Parce que, faut le savoir, avant les années 80, on ne pouvait pas faire de dessin animé adapté de jouets. C'était interdit. Ronald Reagan, quand il a été élu, a dérégulé les télécoms américains et a permis aux géants du jouet, que ce soit Mattel, Kenner, tous ceux qu'on a connus étant petits, de faire de la pub avec des épisodes de 26 minutes Ouais. qui n'ont qu'une vocation publique commerciale, on va dire, Ouais, on va c'est dire de ça vendre, comme ouais. ça. Et la totalité de notre enfance a été biberonnée à ce genre de bah programme. Faut savoir que nos parents y avaient eu droit, puisqu'en France c'était déjà légalisé, mais aux États-Unis c'est une grosse nouveauté et c'est triste, c'est-à-dire qu'on est les enfants de la dérégulation, quoi. On est les enfants des années Reagan et toute cette commercialisation jusqu'à trop, quoi. Parce que, souvenez-vous des Tortues Ninja. On a eu des Tortues Ninja fermières. Tu vois, au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter. C'est lié à ça, mais même si c'est horriblement commercial,
je pense qu'on essaye de le démontrer chaque semaine en vidéo, c'est de la culture. Bah oui, non mais c'est sûr. C'est un contexte économico-socialo-politique très particulier à l'époque. Et étrangement, c'est vrai que c'est bizarre de se dire que même nos jouets qui pourraient paraître les plus simples, les plus naïfs, bah, c'est des petits bijoux de marketing avec des montagnes de dossiers, de psychologues, de sociologues, de marketeurs. On est vraiment sur une science du marketing qui passait par le jouet et qui a créé la culture. Ah bah oui. Mais justement, on en parlait hier de tous les jouets, tout le paysage marketing quand on était jeune en fait, surtout le mois de décembre quand arrivait Noël où il y avait plein de jouets et fatalement c'était des jouets qui étaient vachement liés aussi à ce qu'on regardait à la télé en fait finalement. Alors, ce qui est assez intéressant quand tu parles des catalogues de jouets, si tu veux avoir un cliché instantané de ce qu'était la société à un moment donné, tu prends le catalogue de jouets de l'année, un catalogue de jouets de cette année-là, et tu en apprends énormément sur l'aspect sociologique de la population à ce moment-là. Ah ouais. Que ce soit en termes de représentation patriarcale avec les jouets garçons, qui existent toujours aujourd'hui mais qui sont quand même un peu plus estompés. Aujourd'hui c'est triste à dire pour certains, je suis désolé, mais le jouet garçon et fille existe toujours, hein, tu ne pourras pas faire de différence même si certains le veulent. Et tu as ce vrai marqueur. Le jouet est un marqueur sociologique au travers des années, hein, que ce soit de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, on le voit aussi dans les dessins animés, parce que comme aujourd'hui, on peut pas faire le distinguo entre le jouet issu d'un dessin animé et le dessin animé. Et là, tu parlais du clivage entre les jouets pour femmes et les jouets pour filles et les jouets pour garçons. Bah, en fait, ils sont marketés comme ça parce que dans la série, c'est comme ça aussi. Alors, que les fabricants, les fabricants de jouets aujourd'hui veulent nous faire croire que cette frontière va être effacée. Légalement, ils ont l'obligation. Je vais avoir un exemple assez très concret pour montrer aussi qu'on parle de jouets récents sur nos chaînes. C'est l'exemple de Bluey. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Bluey, c'est un dessin animé qui est sorti très récemment, qui est disponible sur Disney+. Bluey, c'est l'histoire d'une petite chienne qui est élevée par ses parents. Et le papa est papa au foyer, la maman travaille. Et ça raconte donc les histoires de Bluey dans cet univers-là. C'est un jouet qui est asexué parce que c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. Ouais. Et vraiment, la volonté de ce sujet, c'est de montrer qu'un papa peut être à la maison, qu'une maman peut assumer le revenu du foyer, etc. Et c'est vraiment l'argument marketing de cette série et de ces gammes de jouets qui vont avec. Oui, mais tu vois que là, tu l'as pris comme argument pour prouver que le patriarcat, on va dire, de l'époque n'existe pas. Mais en fait, c'est un cas à part parce qu'aujourd'hui. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que à l'instant T, cette série et ce dessin animé-là témoignent d'une volonté actuelle dans notre société, si tu veux. Voilà. Une volonté, mais c'est pas encore une majorité de la télé qui est comme ça. C'est étrangement bien plus ancien que ce qu'on pourrait imaginer. Bien sûr. Ah bah oui. Une des gammes qu'on pourrait dire à la fois pour les filles et les garçons qui a cartonné dans les années 80, c'est Musclor. Ah oui. On avait les jouets Musclor avec des gros bras et nos petites cousines ou nos petites sœurs avec She-Ra et les princesses du pouvoir qui étaient ni plus ni moins que des Musclor avec des cheveux qu'on pouvait coiffer quoi. Ouais. Et en fait on a tout simple. Maintenant on met des mots sur des volontés politiques. On va parler d'inclusion. Oui. Mais faut pas oublier que le marketeur et Jean-Jacques du service commercial, lui ce qu'il veut, c'est avant tout faire des économies parce qu'il sait que si les garçons et les filles partagent le même univers, il aura besoin de vendre moins de pubs, il pourra proposer à la fois des jouets Musclor, même dans la gamme pour les princesses du pouvoir, ce genre de choses. Effectivement, ça posait peut-être moins de problèmes quand on parlait juste d'argent dans ce genre de cas. Là aujourd'hui, quand on va dire que c'est socialement engagé, c'est là où aussi on va avoir des résistances qui, avouons-le, hein, j'ai pas faute d'avoir essayé de les comprendre parfois en vidéo longuement, sont très très rarement vraiment basés sur du réel. C'est beaucoup de fantasmes. Ah oui, non mais c'est sûr, c'est beaucoup de fantasmes, mais en fait aussi l'image, c'est pas l'image de la société qui est reflétée dans les jouets et dans les séries, c'est un peu les séries et les jouets qui formatent aussi la société à un moment donné quoi. Alors ça se lit très bien dans le marché actuel, notamment. On nous pose souvent la question de savoir est-ce que les jouets d'aujourd'hui sont différents des jouets qu'on peut connaître en tant que spécialiste du jouet des années 80. Et en fait, c'est les habitudes de consommation qui ont changé. Ouais. Nous, on recevait des jouets principalement quand on piquait une comédie avec nos darons chez Leclerc, par exemple, ou aux anniversaires.
Là aujourd'hui, la grande mode, c'est sur le jouet mystère. Un jouet qui va coûter relativement cher. Thomas connaît bien les Trésors X et autres poupées LOL. Mais le but de ce jouet-là, c'est même plus d'être joué, puisqu'ils sont à peine jouables. Il n'y a pas beaucoup d'articulation. Ils sont pas vraiment faits pour être manipulés. Ils sont faits pour être ouverts. Et le plus fou, c'est que ces jouets-là sont relativement peu modernes dans leur fonctionnement, puisqu'ils ont des emballages qui contiennent autant de plastique que le jouet en lui-même. Ah oui, d'accord, ouais. Donc c'est un peu paradoxal, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais c'est des choses qui n'existaient pas encore il y a 15 ans et qui sont arrivées grâce à ces modes des unboxings et des enfants unboxers. Depuis qu'on met en scène l'ouverture des paquets, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu sans le vouloir. Oui, bien sûr. Je pense que quand on était petit, à Noël, on avait tonton Gérard qui venait avec un caméscope et qui nous filmait en train d'ouvrir la Super Nintendo. Mais ça, enfin, encore, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui a marqué nos 2 dernières décennies. C'est profondément marqué par l'arrivée d'Internet à la fin des années 90. Et on s'est mis tous à consommer du multimédia hors normes télévisuelles. YouTube est arrivé par là, chacun a créé ses petits contenus sur YouTube et on s'est retrouvé avec des enfants qui, plutôt que d'attendre Noël pour voir des pubs de dessins animés, ont cherché sur Internet des gens qui montraient ces jouets. Et voilà comment sont arrivés Neo S1 et les autres unboxers. C'est sûr, oui. Voilà. Non, mais il y a On ça, embrasse. et puis... Qu'on embrasse. Non, mais il y a ça, et bien en fait aujourd'hui aussi la méthode de marketing et de la publicité, en fait, elle est beaucoup plus. Tu vois, il n'y a pas de coupure entre ton programme et la publicité. En fait, ta publicité est dans le programme. Et alors c'était le cas avec les jouets, les jouets genre Tortue Ninja, des trucs comme ça. Hein. Mais là, si tu regardes une vidéo TikTok, si tu regardes une vidéo YouTube, en fait, bah, le sponsor de la vidéo sera forcément dans la vidéo que tu regardes. Et la publicité TikTok sera forcément dans le contenu, dans le feed de TikTok que tu vas recevoir. Mais en fait, c'est ça qui est plus compliqué. En fait, c'est que c'est plus compliqué de faire gaffe en fait, parce qu'en fait c'est tellement dans le principe, c'est tellement dans la vidéo, c'est tellement dans le contenu, et c'était tellement mélangé qu'aujourd'hui tu fais plus le distinguo entre ce qui est la publicité et ce qui est le contenu. Bah, le distinguo, tu le fais dans le choix des programmes que tu donnes à tes enfants. En fait, un enfant va pas consommer du contenu TikTok comme il consommera bien sûr, une série de dessins animés. Et encore, j'ai l'espoir de pouvoir quand même faire encore le distinguo entre une série que mes enfants vont regarder sur Netflix parce qu'ils ont choisi de la regarder, dans laquelle il n'y aura pas de pub. Alors effectivement, il y aura des produits dérivés comme n'importe quel film Marvel, mais il y aura avant tout une histoire et des personnages. Et là, on reste sur un contenu relativement classique d'imaginaire et de fantaisie où les enfants pourront reproduire. Je suis pas d'accord pour qu'on fasse le mélange entre ce qu'on donne à consommer à nos enfants, quel que soit le média. C'est pas la même chose. Mais moi je te dis que le problème, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Mais non, ça mais arrivera. monsieur, mais enfin, je vous Je vous demande de vous Taisez-vous. Taisez. Ça, c'est encore là. Écoutez, je vais parler à votre plante, hein, finalement. Hein. Mais je pense que tu peux lutter autant que tu veux en fait. Mais je peux lutter, monsieur. Mais je pense que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui tout est fait pour que la consommation se fasse de manière plus directe et plus discrète aussi à un moment donné. Mais plus discrète, c'est pas certain. Puisqu'on demande maintenant au consommateur de prendre en photo son produit à partir du moment où il y a eu acte d'achat. Effectivement, je pense que les habitudes changent vraiment, sont modifiées, mais les marketeurs, les Jean-Michel Marketing que nous on croise, puisqu'on travaille beaucoup avec des marques aussi, ça nous arrive de faire du conseil ou d'être appelés pour donner des avis, eux sont vraiment des apprentis sorciers en fait. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Ni quels seront les effets réels de ce qu'ils arrivent, de ce qu'ils peuvent être amenés à tester. Ça nous rassure, on va dire ça comme ça, parce que aujourd'hui, et c'est ça qui est fou, on n'est pas nombreux en fait à se poser la question autour de l'éthique, du marketing. Tout en étant fan, hein. On est des acheteurs compulsifs de plein de trucs. Vous verriez ma collection de Tortue Ninja, c'est une honte, c'est une honte. La difficulté, c'est que d'un côté, on essaie d'avoir un regard critique quand on fait des vidéos ou quand on produit du contenu sur le site egame.fr par exemple. Mais de l'autre, on est les premiers gros consommateurs. Bah ouais, non mais c'est ça. Donc voilà, il faut savoir prendre de la distance et peut-être de la hauteur par rapport à ça. Oui, mais vous, c'est différent parce que c'est plus pour la collection en fait. Ouais, mais tu sais que pour nous, ce serait plus facile de ne pas se poser ces questions. Oui, non mais parce que on se met en doute souvent.
Et alors je sais pas comment ça vous est venu vous les gars, mais moi ça fait plus de 20-25 ans que je collectionne. Ça fait 10 ans que je pense comme ça. Ouais. Pendant très longtemps, on manquait de culture en fait. On avait peu de bases, De référence. à savoir est-ce que c'est de tel marketeur qui a travaillé à la fois sur Barbie et sur certains trucs. Personne s'y Ouais. était vraiment intéressé. Et pourtant, ça nous touche au cœur, au quotidien et vraiment au portefeuille. Oui. Parce que, on va pas se le cacher, on a une consommation de produits dérivés tous les trois qui est à peu près équivalente à celle de 10 personnes normales sur un an. C'est... On Si ma femme n'est pas regarde ça, très c'est- très loin, oui, c'est faux, on c'est- embrasse c'est nos faux. femmes. C'est faux. Mais se pose aussi la question du pourquoi. Moi je sais que j'ai créé ma chaîne YouTube aussi parce que ça me donnait un argument supplémentaire. Quand on me disait mais c'est quand même vachement bizarre qu'à 35 ans t'aies plein de jouets comme ça, t'as pas d'enfants mais il y a 2 chambres qui sont remplies de jouets. Ce serait pas un peu... Oui. Et du coup ça m'a permis d'avoir une légitimité au bout de 6 ans. Donc c'est un truc qu'on a travaillé, qu'on a amené à travailler maintenant en collectif. Mais c'est des questionnements auxquels on ne pouvait pas avoir de réponse il y a 10 ans, sur lesquels les marques n'auront jamais de réponse. Parce qu'on va pas se le cacher, les professionnels du marketing, là ils font du jouet, dans 2 ans ils vendent des mixeurs. Pour eux c'est avant tout du produit commercial, Oui, bah oui. moins de la culture. Et on a ce sentiment en tout cas d'être au début de quelque chose. On commence à travailler avec des musées. Thomas collabore très régulièrement avec le musée du jouet de Moirans en Montagne, qu'on embrasse. Salut. Et c'est une volonté du public, puisqu'on était avant tout du public, de se dire il n'y a jamais eu de pont créé entre les collectionneurs de jouets des années 60, ceux d'aujourd'hui, les musées. Aujourd'hui, quand un collectionneur décède, sa collection finit à la poubelle ou Ah ouais. elle est vendue à la découpe le plus rapidement possible et souvent pour des poignées de cacahuètes. Ça pose des questions qui sortent de nous en fait. On s'est retrouvé un peu ambassadeur de ces questions-là sans trop le vouloir, et puis aussi parce que dans notre fonctionnement on a toujours essayé de chercher l'éthique. Si on voulait simplement filmer nos gosses vos gosses en train de jouer et récupérer de grosses sommes d'argent en échange, Oui. ce serait le meilleur moyen de réussir dans ce qu'on fait. On devrait arrêter de se poser toutes ces questions les gars. Ça serait plus simple, ouais. Mais d'ailleurs, du coup, vous avez commencé vos collections, mais à la base, c'était pourquoi? C'était juste pour commencer une collection comme ça, ou parce que vous imaginiez que ça allait prendre de la valeur à un moment donné? Non. Enfin, moi personnellement, je sais même pas si ça a vraiment tant de valeur que ça. À force, oui, peut-être, mais à la base, on commence. Je pense, je laisserai répondre mes collègues, mais moi j'ai commencé parce que soit à un moment j'ai dû me séparer de certains jouets que j'avais envie de retrouver, soit parce qu'à un moment ou à un autre on m'a séparé de mes jouets sans que je l'ai demandé, Ouais. et puis de recroiser un jour un truc, de me dire ça me rappelle tellement de choses, et puis t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, t'en prends 40, et puis après en rencontrant les deux Lascars, ce qui m'a vraiment pris, moi j'étais très très rétro, et maintenant j'ai vraiment en plus tendance à m'intéresser aux trucs qui sortent maintenant. C'est un Ouais. peu plus récent chez moi que chez eux, je pense. Moi j'étais très rétro dans mon approche, et maintenant je m'aperçois qu'il y a vraiment tellement de beaux jouets aujourd'hui que tu peux faire à la fois et du rétro et de l'actuel. Non, mais c'est pour ça, toi, tu t'intéresses aux jouets actuels par rapport à leur qualité, on va dire qualité globale, mais tu n'as pas un arrière-fond en te disant cet objet prendra de la valeur Alors, à un moment donné parce que c'est une licence tu peux avoir particulière. cette, tu peux avoir cette tentation-là, sauf que moi, la charge mentale que j'ai aujourd'hui, c'est que même si je le voulais, je le veux absolument pas, revendre ma collection à un moment, c'est plus un boulet au pied qu'autre chose. Oui, oui. C'est-à-dire que je oui. me demande si un jour je disparais, personne n'est éternel, je me demande bien ce que vont en faire mes T'inquiète descendants et ma t'inquiète famille. pas Eric, Alors voilà, t'inquiète j'ai pas. deux vautours On est là, qui mon pote, on est qui là. volent au-dessus de moi. Voilà, mais attends, est là, mon pote. et ça se trouve, ce sera Hein moi le dernier, les On gars. est là, mon Ça se copain. trouve- T'inquiète c'est moi pas. le plus vieux. C'est le plus vieux. C'est moi le plus vieux. Non, mais vraiment, je pense que c'est une charge mentale. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu pareil pour vous. Ouais. On essaye de pas trop y penser, mais à un moment, honnêtement, si tu devais même en pleine possession de tes moyens, te dire ok, je revends ma collection, Déménager. ça va prendre des plombes. Oui, je l'ai fait il y a 3 ans, le déménagement déjà, ça te remet un peu les pieds sur Oui, terre. bah ouais. Et en plus, depuis 3 ans, j'ai encore cumulé peut-être encore plus qu'avant. Mais vraiment, je pense que si je devais le faire aujourd'hui, ça prend des plombes. C'est-à-dire, soit tu vends tout d'un coup et tu vas vendre une misère, et encore, il faudra trouver quelqu'un qui voudra tout Oui. prendre. C'est- Soit tu vas vendre par lot ou à l'unité, et là, ça va te prendre 3 Oui, ou mais 4 parce vies. Quoi. que ça dépend aussi du marché sur lequel tu t'attardes. Je dis, si c'est une figurine des années 90 d'un Tortue Ninja qui prendra certainement plus de valeur qu'un Bien sûr, vieux tout- Little Pony ne se vaut des pas. années 2000. Quoi. Eh bien dépend. c'est pas sûr. Ah, Ouais. merde. Cette logique-là, c'est à mon sens ce qui est en train de tuer le rétro gaming et qui le tue depuis plusieurs années. Ouais. Nous, je sais qu'on fonctionne exactement pareil, c'est pour ça qu'on s'entend aussi.
quand on fait des actus sur notre site toygame.fr, c'est parce Subtil. qu'on a vu apparaître une annonce de figurine qu'on trouve ultra classe. Ouais. Et quand on la voit, on a envie de la voir. de la manipuler pour voir. Alors on a aussi au-delà de l'œil de collectionneur et de grands enfants qu'on est, on a aussi le côté comparer, voir comment elle est faite, comment ils l'ont conçue. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui nous intéressent un peu. Ouais. Et quand on l'achète, quand elle sort et qu'on l'achète, c'est parce qu'on la trouve trop bien. Bien sûr. J'ai là, on a reçu les figurines, par exemple Thor Love and Thunder qui va sortir au cinéma. La figurine de Groot, je l'ai achetée, elle est génialissime. Voilà, on achète parce que ça nous plaît. Alors effectivement, tu prends les gammes Spider-Man rétro de chez Hasbro. Tu prends le personnage de Spider-Man quand il est sorti en très peu de quantité, tout le monde l'a acheté, tout le monde s'est jeté dessus. Ce qu'on appelle les scalpers dans le domaine, dans le jeu vidéo, vous connaissez ça aussi. Et qui est les ratisseurs. On récupéré des stocks de Spider-Man, ce qui fait que le collectionneur lambda qui en voulait un ne l'a pas eu. Et tu les vois apparaître sur les sites de revente à 5 fois le prix initial. Donc une figurine, un jouet qui Mais ça, coûtait- c'est une technique qui marche en fait. Moi, je sais que par exemple, chez Disney, il y a des figurines qui sortent, je sais pas, tous les mois, mais en quantité ultra limitée, genre 250, 500. Ouais, Et tout le monde fait la queue devant le Disney de Paris là pour aller récupérer sa figurine. Mais justement, cette technique-là, elle est pas un peu mindfuck à un moment Elle donné. pourrit le marché. Bah ouais, c'est ça, Oui. Enfin, alors pour le coup, parce que j'en ai discuté avec des concepteurs de jouets, pour Hasbro en tout cas, c'est pas une volonté. C'est-à-dire que Hasbro, c'est Marvel, tout Marvel, toutes les gammes de Marvel, c'est Star Wars, les séries, tout ce qui sort en série, plus tous les autres jouets. Et les usines Hasbro sont en flux tendu. Alors là, on a les pénuries de matières premières qu'on a connues, mais quand ils ont lancé une gamme de figurines, on appelle une wave de figurines. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ils peuvent pas se dire merde, il nous manque des Spider-Man, on va en relancer 400 000. C'est pas possible. Donc forcément, les personnages les plus demandés arrivent très vite à épuisement de stock. Et bah, forcément, la demande fait monter le prix. Non mais c'est ça, oui, d'accord. Mais c'est pas une volonté. Ça existe pour certaines gammes collector limitées, c'est un argument marketing. Mais on le retrouve dans des gammes très courantes. Pour lesquels moi j'étais assez agacé et on m'a expliqué ce procès. Enfin, en fait, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. En fait. Et à contrario, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une prise de risque qui est limitée. On a vu aussi des jouets qui ont été envoyés dans des quantités extraordinaires et que nous on récupère en solderie quelques mois plus tard parce que finalement ça n'a pas si bien marché que ça et qu'il y a du stock quoi. Donc ça c'est difficile à prévoir je pense. Le fabricant il faut qu'il trouve son juste milieu et il n'est pas forcément évident à trouver. Enfin mais bon Hasbro au bout d'un moment si t'as une figurine Spider-Man ou une figurine dans l'univers Marvel, sur le principe je pense qu'ils font des études ou tout ce que tu veux, mais ils savent qu'ils vont le vendre à un moment donné. Oui, mais alors, c'est pas une science exacte. Il en sort 10. Et surtout, là, ce sont des figurines dédiées aux collectionneurs. Et même si on a l'impression d'être très nombreux, on représente entre 2 et 8% du chiffre d'affaires d'Hasbro. Donc, quand on est. Tu vois, même si on réunit tous les collectionneurs Star Wars de France, c'est moins de chiffre d'affaires que les toupies Beyblade. Oui, non mais oui. Donc, du coup, le succès est très cool, il est en augmentation en Europe, on en est les premiers à être très heureux, mais on sait aussi que tout est relatif. Après, je me permets moi de répondre à ta question vis-à-vis du jouet vintage, le jouet rétro. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des objets générationnels, et donc qui n'ont de valeur au final que pour ceux qui leur en donnent. Et on a déjà pas mal de recul sur ce qui s'est passé pour les thèmes de collection de nos parents. Notamment les fameuses petites voitures Dinky Toys, les petits trains, ce genre de choses. Aujourd'hui, on est sur des populations de collectionneurs qui ont commencé à peu près dans nos âges, qui 40 ans plus tard se retrouvent avec des vrais empires, des choses qui prennent beaucoup de place. Mais on est aussi sur une saturation du marché. Donc quand un collectionneur décède, ça ne vaut plus rien quand c'est de l'occasion, parce qu'il y a trop d'occasions. Donc là, actuellement, tu peux choper des pièces à plusieurs milliers d'euros pour 200 balles. Parce qu'il existe aujourd'hui moins d'acheteurs que de produits en vente. Ah oui, d'accord, ouais. Et comme, effectivement, alors il y a des modes, par exemple les cartes Pokémon, je pense qu'un Dracofeu première édition coûtera toujours un petit billet. Parce que c'est une pièce emblématique. Mais combien de cartes ne valent rien? Ah non mais oui, non mais j'ai ramené des cartes Hélène et les garçons, copains. Oui. Et personne ne veut me les acheter plusieurs milliers d'euros. Rien, alors qu'elles sont dans la même matière. Alors que nous, elles nous ont fait autant plaisir qu'un Dracofeu.
Bien oui. sûr. Et elles sont peut-être même plus rares. Parlante, ouais. Et parce qu'il y a beaucoup plus de demandes, c'est-à-dire que forcément, C'est ça. s'il y a une série Hélène et les garçons qui devient ultra générationnelle pour la génération d'aujourd'hui, c'est peut-être des objets. Mais en Eh fait, ben, Pokémon, c'est un mauvais exemple parce que ça fait 20 ans que ça dure et ça fait 20 ans que ça marche, quoi. Mais- Donc, On a eu aussi l'exemple de licences qui ont fonctionné très fort avant de disparaître. oui, non, mais Le Musclor, on l'a pas vu pendant 20 ans. Ouais, c'est récent hein, le retour. Hein. Ça a 2 ans. Parce quoi. qu'on est pile poil dans la génération des 40-50 ans qui se font plaisir, partagent ça avec leurs Ouais. enfants. Toi comme moi, on a acheté un Musclor qu'on a filé à notre Ouais. gamin, ça Ouais. nous a fait marrer de le faire. Mais pour rejoindre ce que disait Romain, je suis persuadé qu'un Jumbo Goldorak qui se négocie 500 € en loose aujourd'hui, d'ici peut-être une trentaine d'années, ne vaudra plus qu'un petit 50 €, tu vois. oui, c'est ça, mais c'est parce que là, j'ai l'impression que tu réagis aussi en mode investissement à un moment donné. Mais non, C'est justement, pas- je là, on démontre parle le côté de- que Non, mais pas- il, non, mais- faut pas collectionner pour l'investissement. Oui, en non, mais fait. voilà. C'est ça qu'on veut dire. Nous, en tout cas, on le fait parce que on l'a toujours fait, on a toujours conservé nos jouets d'enfants, et puis c'est quelque chose qui nous parle. Mais si quelqu'un, le conseil qu'on donne, c'est que si quelqu'un devait aujourd'hui se lancer, il y a eu une attaque. J'ai Et là, perdu attends, la clavicule. Si on devait donner des conseils aujourd'hui à des gens qui se lancent dans une collection, c'est soyez patient, ne vous précipitez pas Oui, sur, ouais. sur des Faites-vous pièces plaisir, forcément en très fait. chères, et Non, mais faites-vous c'est ça, plaisir. oui. Exactement. Et parce que vous faites une collection, vous avez commencé votre collection à la Oui, base pourquoi pour Ah, Pour le- c'était la question du début. C'était la question du début. Mais parce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir et vous continuez aujourd'hui parce que ça vous fait encore plaisir. Mais est-ce qu'il y a un objectif à la fin? Est-ce qu'un objectif c'est Non. de, Non. Bah c'est non. de faire Bah, amuser c'est l'objectif. Personnellement, j'ai lancé ma chaîne Éventuellement. YouTube pour me trouver une excuse. Oui. Tu vois, donc l'objectif de cette collection, au final, ça a été de créer la chaîne YouTube, qui aujourd'hui est mon activité principale. J'ai pu devenir un genre d'auteur, d'historien du jouet, je sais pas comment on peut trop dire ça. Ouais, c'est bien ça. J'ai inventé mon métier grâce à ma passion. Moi, c'est un petit peu comme Thomas. Je suis issu d'une famille de collectionneurs. Ouais. On collectionne déjà beaucoup dans ma famille. Des pièces principalement, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir avec les jouets. Et même vis-à-vis des collectionneurs de ma famille, il y avait une forme d'incompréhension. Pourquoi est-ce que je m'intéressais à ces objets qui vont être un peu naïfs, un peu trop simples ça vaut de l'argent, mais est-ce que ça les vaut vraiment? Ouais. Parce que bon, Ouais. une pièce en or, elle reste en or en fait. Une voiture miniature ancienne, ça reste une voiture, une voiture Oui. ancienne. L'objectif pour moi, il est atteint en fait. Ouais. J'ai trouvé la justification qui me permet d'avoir 2 chambres remplies de jouets sans que mes proches m'en veuillent. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas, on se rend compte souvent de l'état de notre folie au moment où on doit déménager. Déménager. Moi dernièrement, mon dernier déménagement c'était il y a 1 an, il y avait 20 mètres cubes de jouets. Et il y a probablement 5 mètres cubes de plus depuis. Oui, non mais c'est Donc ça ouais. fait 2 camions juste avec des jouets. Enfin, la zinzinerie quoi. Normalement tu pars à l'hôpital quand t'es à ce niveau-là. Et- Donc ça ne s'arrêtera jamais. J'essaye de me rationaliser, d'offrir mes vieilles cartes Hélène et les garçons à d'autres pour m'en débarrasser. Mais j'ai longtemps cherché la faille. Tu sais, le moment où qui m'aurait poussé à vouloir collectionner ça et pas autre chose. Je l'ai pas encore trouvé. Alors peut-être que ce sera au cours d'une psychanalyse. Oui. Mais est-ce que c'est pas une forme de psychanalyse qu'on fait au quotidien avec ces objets à forte charge nostalgique? Moi personnellement, ma collection représente des moments de ma vie. Oui. Par exemple, j'ai encore le chevalier du Zodiaque qu'on m'a offert quand j'ai eu mon brevet des collèges. J'ai encore telle figurine Star Wars que je me suis acheté quand j'ai eu ma première année à la fac. Ouais. Ça a été à chaque fois des petites victoires. C'est les cadeaux que je me fais à moi-même. Et cette collection-là, aujourd'hui, elle ne représente pas de l'argent ou un investissement. Elle représente ma vie. Mais il m'est arrivé des couilles, comme il nous en arrive à tous. Il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvé sans appart, célibataire. Il fallait que j'ai des sous pour redémarrer. Ça a été très triste. J'ai vendu quelques belles pièces. Ouais. Qui m'ont permis de redécoller et j'ai réussi à presque toutes les racheter. Donc Le plan est parfait quoi. je peux te dire que c'était vraiment douloureux. Oui, je comprends, ouais. Et cette collection-là m'a permis, au-delà de toutes les dépenses et de tout le plaisir qu'elle m'avait offert, d'avoir un appartement. Tu vois. Non mais c'est ça, oui, oui, oui. Et c'est oui, pour toi c'est plus quelque chose d'émotionnel. C'est pour ça que tu fais cette Ça collection. fait partie de l'émotion. De toute façon, on est forcément dans l'émotionnel. Ouais, mais j'irai un peu plus loin en fait, parce que depuis tout à l'heure on parle de la collection des objets.
En fait, ce qu'on fait nous trois, c'est bien au-delà de l'objet de la collection, parce qu'en fait, je prends l'exemple de Nostalgieux qui va parler des marques de vêtements qu'on portait quand on était enfant. T'as pas une collection de pulls de Waikiki, tu vois, par exemple. J'aimerais bien, il faudra que je m'y mette. Donc il parle de ce sujet-là. Romain va parler de certains dessins animés, moi je vais parler de certaines séries qu'on a un petit peu oubliées, etc. Tout ça, en fait, c'est une collection de souvenirs plus qu'une collection d'objets. On est clairement dans la Madeleine de Proust, mais aussi dans le partage. Et comme disait Romain, le fait de faire une chaîne, c'était quelque part une excuse pour justifier ses achats d'objets, etc. Moi, c'est devenu un objectif dans le sens où aujourd'hui, vraiment, j'achète des figurines parce que je sais que je vais pouvoir proposer un contenu sur mes différentes plateformes, que ce soit TikTok, Twitch ou YouTube. Je vais choisir mes achats pour pouvoir en parler avec ma communauté. Oui, bah bien sûr. Ouais. Et voilà, je pense que pour moi, l'objectif est atteint aussi. Et si demain, j'arrêtais pour une raison ou une autre ce que je produis sur les réseaux, je pense que j'arrêterais d'acheter. Ou alors je me limiterais à des achats casuals comme Monsieur Madame Tout le Monde. C'est vraiment parce que y a un échange, il y a quelque chose de très vivant autour de tout ça, même si on peut passer parfois pour des boomers, hein, disons le mot, hein, mais on échange entre nous et tu vois, je parlais de TikTok. TikTok, j'ai créé là en quelques mois une communauté avec des pré-ados et un public assez large. Et c'est un échange qui est complètement différent, qui est très enrichissant. Ouais. Et c'est quelque chose qui me fait dire que ça glisse dans le temps. Il y aura toujours un échange autour de la pop culture au sens large et au travers du jouet. D'accord. Si on peut parler justement qu'on fasse dans du rétro ou qu'on fasse dans de l'actuel, c'est toujours aussi quelque part l'occasion de parler d'une époque. Oui. Tu vois, Romain parlait d'historien et même si ça peut être de l'histoire du temps présent, quoi. Et c'est toujours l'histoire, moi, ce que j'aime beaucoup, de se rappeler un contexte. Alors soit qui nous parlait beaucoup, soit même parfois qu'on n'a pas tellement connu ou dont on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais il nous reste quelque chose. Oui. Et donc de le partager avec, certes, des gens qui sont partie de notre génération, mais moi, je commence à avoir des gens aussi dans ma communauté, de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, et dont parfois c'est leurs parents qui leur ont parlé de ça ou ils en ont entendu parler. Et donc voilà, encore une fois, de contextualiser. Il y a même des objets. L'objectif est là aussi. L'objectif, il y a des objets qui ont eu une hype à un moment donné, mais c'était pas si lointain. Genre le hand spinner par exemple, c'était il y a quoi, il y a 3 ans, 4 ans. Les Boglins aussi. Les Boglins. Enfin, en fait, non mais il y a plein d'objets qui. Ça tourne mal. Et en vrai, tu pourrais avoir un objet de hand spinner, il y a une collection de hand spinner ou des trucs comme ça, mais qui t'explique aussi le contexte de l'époque. Ça va arriver, nos enfants. Ça va forcément arriver. Là, tu es dans la catégorie des jouets de cours de récréation. Les Pog, les JoJo's, les yo-yo, oui, tout ça. Ça a été très éphémère, les cartes Kratos, voilà. Ça a été vraiment très très éphémère. On les a oubliés et aujourd'hui un album de cartes Crado c'est un petit billet de 100-200 euros. Ouais, je te le fais à 200. Ouais, c'est ça. Voilà. Et une époque, les gens s'en sont séparés, les parents qui tombaient là-dessus trouvaient ça dégueulasse. Ils pouvaient, les Crado c'était quand même bien Crado quand même. Hein, mais c'est ça qu'on aime, mais c'est ça qu'on veut, monsieur. Enfin, c'est des jouets dégueulasses. C'est surtout la faute du commandant Cousteau qui avait fait éditer une lettre publique à 30 000 personnes, les avait envoyés à tous ses adhérents en disant que si on laissait les crados à notre génération, on deviendrait des cocaïnomanes psychopathes. Merde, et je crois quand même que Jacques-Yves avait été visionnaire. Il avait vu venir le truc. Il y a une autre part importante du contexte, je pense, qu'il y a à prendre en compte, c'est que pendant longtemps, on nous a pris pour des fous. C'est que je pense que les gars, ça fait quand même quelques années. Des gens très immatures. Voilà, pendant très longtemps, moi il y a 20 ans quand j'ai commencé à collectionner, ou même en 99, un truc comme ça, bah, soit on était les pédophiles en puissance, soit on était les kidultes, et on était un peu zinzin, on avait le syndrome de Peter Pan mal à grandir. Comme si on ne pouvait pas apprécier l'art pictural d'une boîte de jouets ou la sculpture d'une figurine Star Wars. Pour moi, on est vraiment dans de l'art total. On a de l'art pictural, de l'art 3D, on va avoir de l'impression, il y a vraiment tout dans le jouet. C'est vraiment... Mais ça fait 10 ans que c'est reconnu. Et même visé, moi j'ai eu des soucis à une époque. Enfin, je me revois en brocante partir la queue entre les jambes parce que les gens se demandaient si j'étais pas un monstre en fait.
Et c'est le côté Là, aujourd'hui, ça marketing s'est aussi. normalisé. Ouais, Ouais, alors. mais c'est l'objet marketing aussi qui donne peut-être cette mauvaise image aussi. Bah, je sais. Comparé à de l'art plus classique, tu vois. Non, Oui, c'est bah- vraiment le rapport à l'enfance. Quoi. Et tu dis ça c'est normalisé. Moi quand je chine, 3/4 du temps, les gens me disent ah bah c'est vos enfants qui vont être contents. Ouais. Et bah non C'est pas toujours le forcément. cas, ouais. Ouais, Je veux dire que Ah, quand c'est chez clair. Pickwick, ils me disent et je vous mets un paquet cadeau, Ah bah Ils ça. nous l'ont fait hier. des fois je leur dis oui, mais juste pour leur faire plaisir. Ouais, c'est ça. Et là, encore une fois, c'est ce qu'on disait hier, la figurine pop, on aura beau dire ce qu'on veut sur la figurine pop, qu'on aime Ah ou oui, qu'on ouais. n'aime pas, à éduquer les vendeurs en fait, au-delà des consommateurs. La figurine pop a vraiment éduqué le marchand de jouets. Et Pickwick, on parlait de Pickwick, se sont rendus compte qu'ils pouvaient installer des murs entiers de pop et que ça se vendait. Et que c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec Pickwick qui vend des figurines NECA qui sont Ouais. le retour des figurines Mego par exemple, hein, ces poupées articulées avec des vêtements en tissu qui Ouais. reviennent des années 70. 70, ouais. Elles reviennent, hein, on en a vu sur des stands ici. Et ça, tu en trouves dans les rayons de tes grands magasins de jouets. Et même de supermarchés Et même aussi. de supermarchés maintenant, voilà. Et ça, c'est les figurines pop qui ont permis et qui ont donné un petit peu conscience aux acheteurs dans ces grandes enseignes de faire des rayons Oui. fans, entre guillemets. Mais justement, alors le marketing de la figurine pop, est-ce que ça n'a pas été aussi, ça n'a pas un peu cassé le marché à un moment donné? Parce que le coût de production de la figurine pop et T'as du sa temps revente. Est-ce que tu as du temps pour qu'on en parle hein, parce qu'on va Ah non, s'embarquer non, dans un mais truc. comme ça, vous avez 2 minutes. En gros, les pop sont des figurines éditées par la marque Funko. Le slogan de Funko, c'est tout le monde est fan de quelque chose. Ouais. Voilà, donc à la base, ils vendaient des porte-clés, des serviettes, ils vendent du produit dérivé au sens propre. Ils ont trouvé cette formule de petites figurines. Il a eu du mal à le dire. Hein. Oui. Qui, du coup, ont à peu près toute la même tête. Ça fait maintenant 10 ans un peu plus de 10 ans que ça fonctionne, que ça a durablement modifié le marché de la collection en Europe. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des pop exclusives Intermarché que vous ne trouverez nulle part ailleurs que chez Intermarché. Donc, aux États-Unis, ils en vendent dans les pharmacies. Ouais, non, mais Ça d'accord, commence à prendre des proportions qui sont délirantes en fait, qui Oui, mais justement, sont pour un devenus collègue- des produits d'appel. C'est un peu comme les POG. Tu sais, au début, on t'a fait croire que des Ouais. rondelles en carton valaient vraiment 1 franc pièce. Et puis ensuite, ils t'ont dit, mais regarde, c'est gratuit dans les BN. Donc t'as envie de bouffer des BN. Bah, les pop, c'est à peu près la même chose. On nous a fait croire que des presses purées étaient des figurines de collection qui allaient prendre de la valeur. Et aujourd'hui, on en fait des produits d'appel pour que tu ailles chez Intermarché pour trouver Oui. le Iron Man doré. Et après, tu prends ta voiture et tu vas chez Leclerc pour trouver le Captain America doré et pouvoir les mettre côte à côte et avoir l'air con. Et parce Mais que je peux pas faire plus long. Vous ne faites pas la collection des figurines pop, on est bien d'accord. Oui, vas-y, une question. Bah, j'ai une question remarque, c'est par rapport plus aux jouets actuels et une des prises de conscience qui peut se remarquer côté marketing quand on pense à Lego. Par exemple, Lego, ils assument aujourd'hui leur gamme adulte. Ils ont compris qu'il y avait un vrai business pour les adultes qui était prêt à mettre de la thune, parce que quand ils sortent de la gamme adulte, c'est ça. Alors est-ce que du coup, il y en a d'autres qui vont suivre? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Playmobil est en train de faire ça en ce moment. Ah, j'ai T'as pas un su. superbe vaisseau Star Trek à 500 balles en face. Donc ça, a priori, c'est pas pour tous les enfants. Voilà, mais c'est pas les seuls. Hein. Je pense qu'on a trop vite oublié que le vrai prescripteur d'achat des produits pour enfants, c'était papa et maman. Et effectivement, ce qu'on voit maintenant, c'est que on a des sets énormes qui valent des fortunes. Tu parlais des Lego, donc les sets UCS par exemple, qui peuvent valoir plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Ça reste des tout. Alors, on en parle beaucoup, mais on en connaît peu des gens qui ont des UCS. Enfin, nous, on en connaît, mais au final, c'est Ils sont pas des représentatifs. 10 000 exemplaires pour certains sets. Ouais. Donc pour Lego, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment pas grand chose. Mais ça reste des produits à mettre en vitrine des Lego Store. Lego a très bien joué, mais ils ont toujours bien joué en fait. Dès les années 70, Lego avait des pubs qui étaient assez dingues en disant un saut de Lego c'est bien, mais à en acheter plus parce que vous verrez, votre gamin pourra faire des immeubles et compagnie. On est cette génération-là, la génération biberonnée au Lego. Lego a fait beaucoup de belles choses niveau marketing, Ouais. qui ont aussi permis d'habituer un Ouais. peu les acheteurs de grands magasins. On peut trouver des sets très rares, très chers. Vous pouvez avoir l'étoile de la mort chez Jouet Club, chose qui était impensable il y a 20 ans. Il aurait fallu aller dans un Lego Store à New York. En fait, la vraie révolution, ça a été la démocratisation. Maintenant, je pense que même à Vesoul, on Ouais. peut trouver des produits édités à moins de 10 000 exemplaires sûr. dans le monde. Et, Là. mine de rien,
on peut le dire, il y a 5-6 ans, il fallait aller sur Paris, même moi en habitant dans c'est une ça. grande ville de 300 000 habitants, pour acheter une Black Series Star Wars, il fallait que j'aille chez Toys R Us et c'était 50 €. La différence avec les Funko Pop, et puis ça rejoint ce que disait tout à l'heure Romain, les périodes d'achat quand nous on était enfants pour les jouets, c'était Noël, anniversaire et le petit caprice de temps en temps chez Mammouth, écrase des prix. Et aujourd'hui, c'est nous, parents, qui prenons plus de plaisir à acheter un jouet à notre enfant quand on va dans un magasin de jouets. T'es sûr, tu veux rien? Tu veux pas repartir avec un Mighty Morphin Power Ranger? Ça t'es sûr? Non? Bon. Ah bah tiens, je passe dans le rayon Lego avant de partir et je vois un Lego super. Donc je culpabilise pas trop, j'ai pas acheté un jouet, j'ai acheté un Lego qui est un puzzle pour adultes et je vais m'acheter ma pièce en même temps que le jouet du gosse et je repars, papa et enfant sont contents. Et ça Lego ils sont très intelligents parce qu'ils l'ont compris et comme ils sont déjà implantés dans les magasins de jouets, ils avaient plus qu'à proposer le produit pour le papa, la maman qui emmènent déjà volontairement leurs enfants acheter des jouets. Et donc du coup ils sont présents pour toute la famille et ça c'est vraiment un très très bon coup de leur part. D'accord. Voilà. Je sais pas, vous aviez le micro starting block là. Non mais écoutez, j'ai une autre question, mais je sais pas si vous avez encore le temps. Alors moi je vais devoir vous abandonner puisqu'on m'attend pour faire quelques annonces. Ouais, je vais faire une conclusion, ok. Non mais très bien. Non mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir, Merci de parler à de tout ça, parce que Merci c'est à vrai vous. qu'il fallait compléter. Finalement, on a plus dérivé sur pas les objets les objets des années 80-2000, mais plus sur les objets de collection, les collections aujourd'hui et votre expertise, et votre collection à vous. Mais alors, tu sais, tous les objets se collectionnent. Oui, Ouais. non mais sur le principe, Tous les objets des années se 80, enfin, je pense qu'eux sont très très jouets, mais ils ont d'autres trucs. Moi, je collectionne beaucoup d'autres cochonneries qui sont pas des jouets Ah aussi. oui. Alors, évidemment, du les boîtes jouet. de camembert. Oui. Non, non, mais J'ai un alors, copain mais- qui collectionne les Bah, moi, c'est étiquettes alimentaires. Certaines valent des fortunes. Si tu savais combien coûte une vieille bouteille de Oasis vide avec une étiquette, Ouais, ouais. Mais non. ça se compte en centaines d'euros. Mais non. Bah, Il y va a en des gens qui trouver. collectionnent le D'accord, papier mais toilette donc, du et les coup, boulettes de nombril. On a fait une émission là-dessus. Un des records sur eBay de produits Ulysse 31 cette année, c'est un baril de lessive bonus Ouais, ouais. avec Ulysse 31 et c'est vide. Et il est parti à plusieurs centaines d'euros. D'accord. Parce qu'on est en fait dans un contexte où tout était sous licence, où Oui. Ouais. sur ta boîte de Chocobéen, t'as un vieux logo Mickey, donc les fans de Mickey vont le vouloir. Tout se collectionne. Non mais c'est marrant parce que du coup oui il faut le dernier l'objet ultime. D'ailleurs, Et tu bien vas sûr. commencer une collection de poils de barbe. Ah. C'est le premier artefact. Tiens, Et alors, il Non, faut mais savoir merci, que merci, d'après Nostalgie, une collection commence à partir de 3, donc Ouais. félicitations. Allez, C'est ce qu'on dit. 1, 2, beaucoup. Non mais en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir parlé de tout ça. C'est vachement intéressant et de toute façon on sait que par rapport à votre contenu, ce que vous proposez sur internet, forcément s'il y avait des questions, vous alliez y répondre à un moment donné, sans vergogne et toujours avec une pure justesse. Merci beaucoup d'avoir participé et Merci. on se revoit plus tard. Bah, très vite. À très Merci vite. beaucoup. Au revoir. On se voit en à Anjou. bientôt. Au revoir. Bisous.